D'abord, le gouvernement Trudeau a définitivement fermé la porte à l'implication du géant chinois des télécommunications Huawei dans son réseau 5G au pays pour des raisons de sécurité nationale. Ce sera notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. On attendait cette décision depuis longtemps, donc Ottawa qui bannit la compagnie de télécommunications chinoise Huawei de son réseau de téléphonie 5G. Joël Denis, bon, évidemment, on se rappelle l'arrestation de Meng Wanzhou à Vancouver, la libération des deux Michael détenus en Chine, libération l'an dernier. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision maintenant? Oui, le timing est quand même intéressant, Esther, et je me demande qu'est-ce qui a finalement forcé le gouvernement ou convaincu le gouvernement que c'était le bon moment d'agir. Mais c'était une décision qui était prévue, anticipée depuis très longtemps. En fait, plusieurs des entreprises canadiennes ont déjà écarté Huawei de leur système de réseau de télécommunications pour le déploiement de la technologie 5G. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait justement à ce que ce serait une décision du gouvernement canadien, à savoir qu'on interdirait Huawei de participer à ce développement. Oui. Catherine, bon, Joël Denis dit que c'était une décision qui était prévue. Qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'Ottawa fait cette annonce, en fait, beaucoup plus tard que certains de ses alliés, comme les États-Unis et l'Australie? D'ailleurs, j'étais assez surprise de voir que cette annonce arrive un jeudi et non un vendredi par voie de communiqué de presse là, à 17h la veille d'un long week-end. Mais écoutez, le Canada, évidemment, a des relations plutôt tendues avec la Chine. C'est sûr qu'elle fait preuve de prudence. Disons qu'on est moins une puissance que les États-Unis, on a moins de poids. Donc, c'est sûr qu'on fait très attention. Et puis, comme Joël Denis l'a dit, écoutez, ça fait 3 ans qu'on attend cette décision-là. Je pense que tout le monde se doutait de la décision d'Ottawa et on dirait qu'après tant de temps, ça n'étonne plus personne finalement qu'on bannisse le réseau 5G de Huawei. Donc, une décision, oui, qui était attendue, oui, elle s'est fait attendre et le gouvernement Trudeau, je crois, a un peu procrastiné là-dessus. Mais en même temps, au final, là, on arrive avec cette décision, les ministres sont sortis et puis on se dit, bon, ben finalement... voilà, on n'est pas tellement surpris. Oui. Althia, donc Catherine qui parle de procrastination. Qu'est-ce que vous pensez de votre côté de la gestion du dossier Huawei par le gouvernement Trudeau? Pour moi, la question, c'est vraiment qu'est-ce qui a pris autant de temps. Même, je pense, la première conférence de presse après l'élection au mois de septembre, le premier ministre, Justin Trudeau, nous a dit que la décision était imminente. Bien, imminente, ça ne veut pas vraiment dire 17 mois plus tard. Joël Denis a entièrement raison. C'était attendu. Je trouve que le timing est intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé pour leur faire changer, les convaincre de communiquer cette décision-là maintenant. Mais comme Joël Denis l'avait dit, les compagnies sont déjà, il y a plusieurs années maintenant, qui sont parties d'un autre côté et qui ont essayé de désinvestir de Huawei sur leur réseau. Oui, donc on comprend que c'est une décision qui arrive finalement plus tard que prévu. Je veux maintenant vous entendre sur le projet de loi 96 du gouvernement Legault qui vise à renforcer le statut du français au Québec. C'est un projet de loi qui a créé des vagues jusqu'à Ottawa cette semaine. Joël Denis, bon, on sait, cette réforme, ça rejoint quand même une bonne partie de la population québécoise. Est-ce que les députés de Justin Trudeau qui se prononcent publiquement contre, ça place le gouvernement dans l'embarras, vous croyez? Oui, parce que le gouvernement Trudeau a quand même dit qu'il voulait défendre le français au Québec et c'est ce que vise à faire la loi 96, évidemment. Mais en même temps, on ne peut pas empêcher un député de manifester son opposition et il y a quand même des députés anglophones de la région de Montréal qui se sentent un peu interpellés par ce dossier. Maintenant, ça place quand même le gouvernement Trudeau dans une situation délicate parce que au même moment où on prétend vouloir défendre le français au Québec et partout ailleurs, on fait des nominations controversées. Et je donne l'exemple de la nomination d'un lieutenant-gouverneur unilingue anglais au Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue. Et là-dessus, le gouvernement Trudeau, je pense, l'a échappé royalement, si je peux me permettre de dire. Et ça fait en sorte que maintenant, il doit se défendre de ne pas défendre le français tout en voulant défendre le français au Québec. Donc, il y a comme certaines contradictions qui émergent à la surface en raison de ce faux pas linguistique commis par le gouvernement Trudeau. Althia? Ouais, moi, je le vois un petit peu différemment. Je dirais que c'est entièrement... c'est bien correct que les députés libéraux, surtout sur l'île de Montréal, qui représentent leur communauté, participent à une manifestation contre la loi 96. Le Parti libéral est connu, mais aimerait être connu comme le défenseur des minorités
que ce soit linguistique ou religieuse. On pense au projet de loi 21 comme exemple. Il y a beaucoup de pression au sein du Parti libéral fédéral pour se montrer contre. On peut vouloir s'assurer que la langue française a une place super importante au Québec, que les gens travaillent dans un milieu francophone, que les gens sont éduqués dans un milieu francophone, mais aussi penser que la loi 96 va trop loin. Puis je pense qu'une erreur que Dominique Anglade, Parti libéral au Québec, ont faite, c'est qu'ils ont ignoré quand même une base importante du parti et les préoccupations qu'elles avaient. Alors ça, je pense que c'est... on pouvait s'y attendre. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même un débat dans le caucus du Parti libéral fédéral, puis que c'est rare quand même quand on voit des ministres et des députés prendre des positions à l'opposé, mais je pense que le Parti libéral aurait été très critiqué s'ils avaient dit à leurs députés de ne pas se présenter puis pas défendre les droits de leurs commettants. Oui, c'est ça, de ne pas participer à ces manifestations. Catherine, je veux vous entendre sur la réaction du Bloc québécois. Le leader parlementaire du Bloc, Alain Therrien, a déclaré cette semaine que c'est inadmissible que des députés du Parti libéral du Canada prennent justement part à une manifestation contre le projet de loi 96. Bon, il dit que ça envoie un message, qu'il n'y a pas de problème de protection du français au Québec. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction du Bloc? C'est pas tellement étonnant, en fait. Là, je pense que, toute opposition au projet de loi 96 est très mal vue par la Coalition Avenir Québec et donc, conséquemment, par le Bloc québécois. Donc, c'est certain que le rôle traditionnel du Bloc, c'est de défendre les intérêts de l'Assemblée nationale, des consensus. Et donc, dans ce sens-là, c'est peu étonnant, disons, qu'on s'entraîne au gouvernement Trudeau là-dessus. Je suis plutôt d'accord avec Altia. C'est pas tout à fait étonnant que des députés libéraux, finalement, se prononcent contre ce projet de loi-là, justement, qui est très, très critiqué par les minorités anglophones, mais aussi par les communautés autochtones. Parfois, on les oublie, mais ça aussi, ça va les affecter énormément. Donc, je sais que le ministre Mark Miller, par exemple, a pris position contre, ou du moins manifesté ses inquiétudes là, sur ce projet de loi. Donc, réaction pas tellement étonnante du Bloc québécois. Moi, ce qui m'a étonné un peu, c'est plutôt la réaction de Pablo Rodriguez là, qui a dit que le Bloc se radicalise. Je trouve que c'était peut-être poussé un peu loin là, quand même, parce que moi, j'étais pas très étonnée de voir le Bloc s'attaquer au Parti libéral sur ce sujet. Oui, Altia, je vous entends rire. Vous voulez réagir rapidement là-dessus? Bien, le Bloc essaie de se trouver des raisons d'être à Ottawa et puis c'en est une. Bon. Parlons maintenant de la course au leadership conservateur. Le candidat Pierre Poilievre a encore été critiqué cette semaine pour avoir affirmé au débat en anglais qu'il congédierait le gouverneur de la Banque du Canada s'il devenait premier ministre. Joël Denis, la critique est venue de son propre parti. C'est le député Ed Fass qui a affirmé cette déclaration. Bon, il dit, M. Fass, que la déclaration de Pierre Poilievre, ça nuit en fait à la crédibilité des conservateurs. Est-ce que Pierre Poilievre a fait une erreur stratégique en affirmant qu'il congédierait le gouverneur de la Banque du Canada? En fait, ça s'inscrit dans la course qu'il mène, une course qu'il veut anti-establishment. Et pour lui, la Banque du Canada et le gouverneur font partie de l'establishment à Ottawa, des élites, si vous voulez, d'Ottawa, et il réitère ce message. Donc, quand quelqu'un à la pompe fait le plein dans une station-service et s'aperçoit que ça lui coûte le double pour faire le plein, il cherche un responsable coupable et Pierre Poilievre semble en avoir identifié un facilement. Mais c'est simpliste, comme comme analyse de la part de M. Poilievre. L'inflation est due à beaucoup de facteurs et pas forcément aux décisions de la Banque du Canada. Donc, ça crée quand même, vous l'avez dit, des remous au sein du Parti conservateur, de gros remous. Et je pense que le fait qu'on ait retiré à Ed Fass son rôle de critique en matière des finances risque de provoquer des suites. J'ai entendu qu'au caucus conservateur, cette semaine, ça a beaucoup brassé et qu'on commence à se diviser dans plusieurs camps au sein du Parti conservateur, au point où quelqu'un m'a prédit hier soir que si Pierre Poilievre l'emporte, c'est garanti que le parti va exploser. Donc, attendez-vous, attachez vos trucs avec de la broche parce que ce qui s'en vient encore au cours des prochains jours, prochaines semaines, dans la course à la direction du Parti conservateur pourrait être très mouvementé. Oui. Altia, toujours sur Pierre Poilievre, il y a aussi la fusillade à Buffalo qui l'a rattrapé cette semaine. C'est un attentat raciste. Bon, on sait que le tireur de Buffalo est un adepte de la théorie du grand remplacement.
Tout comme Pat King, un des organisateurs de la manifestation de camionneurs à Ottawa l'hiver dernier, une manif, comme on sait, qui avait appuyé Pierre Poilievre. Qu'est-ce que vous pensez de ces liens et de ces critiques envers Pierre Poilievre? Est-ce que c'est justifié selon vous? Bien, c'est une course, puis les gens vont essayer de trouver des critiques partout. Je pense pas que Pierre Poilievre est raciste. Est-ce que son message attire des gens qui sont racistes? Peut-être. Probablement en certains cas, mais je pense qu'on ne peut pas dire que M. Poilievre a vraiment essayé de se présenter comme le défenseur de cette théorie-là. Madame Michelle Rempel, la députée de l'Alberta de Calgary, qui est sur le camp de Patrick Brown, avait mis sur Twitter cette semaine qu'elle avait reçu, ou la campagne de M. Brown avait reçu un courriel qui indiquait que cette personne qui se déclarait un pro-nazi supportait M. Poilievre. Puis M. Poilievre, son camp s'est retourné de bord pour dire que si les gens sont racistes, il ne les veut pas dans son camp. Mais là, M. Poilievre commence à s'attirer d'autres critiques. Il est allé sur le podcast de Jordan Peterson, le psychologue de Toronto, où il a affirmé qu'il a utilisé le mot anglo-saxon pour expliquer comment il essaie de parler aux gens. Il utilise un langage anglo-saxon. Bon, ce terme qui est plutôt associé aux gens blancs en Amérique du Nord. Là, il y a des gens qui disent que ça, c'était un indice que peut-être qu'il essaie de chercher un groupe de gens, des manifestants, des supporters qui seraient de cette persuasion-là. Ouais. Je ne le sais pas, mais c'est quand même, je pense que ça démontre que c'est une course qui est devenue pas très saine, puis qu'il y a beaucoup de gens qui se cherchent à se distinguer de différentes manières, et puis qu'il y a quand même une inquiétude partagée par plusieurs au sein du Parti conservateur que le parti est en train d'attirer des gens qui ne veulent pas attirer. Puis on regarde ce qui s'est passé avec Jason Kenney cette semaine. Et puis peut-être que rechercher des gens qui sont très faciles, c'est une stratégie qui vient avec beaucoup de risques. Oui. Catherine, pour conclure justement sur cette course au leadership conservateur, est-ce que vous trouvez que Pierre Poilievre, qui est toujours le leader présumé là, dans cette course, Joël Denis le mentionnait il y a un instant, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une bonne semaine, M. Poilievre, en quelques secondes? Pas tellement. Je pense qu'il a été très très critiqué à plusieurs égards. Je pense que des fissures commencent à apparaître. Je pense qu'on tente aussi de lui chercher des poux, mais certainement, je pense que ce qui s'est passé avec Ed Fast cette semaine, Ed Fast qui est quelqu'un de très respecté au sein du caucus, vraiment, on voit que des fissures apparaissent et de plus en plus en privé, là, des députés se mettent à questionner là, les politiques de Pierre Poilievre et se demandent s'il ne va peut-être pas trop loin avec la crypto-monnaie et le gouverneur de la Banque du Canada notamment. Donc, pas une très bonne semaine pour lui, puis on verra pour la suite. Ouais. Joël Denis, Althia et Catherine, merci beaucoup. Merci, on se retrouve bientôt. Au revoir. Merci, bonsoir. Merci.